Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Monde de Nerd. Alors aujourd'hui, on se pose une question hautement philosophique. Est-ce que les super-héros appartiennent au genre de la science-fiction? Alors il y a plusieurs manières de répondre à cette question. La première manière, c'est la manière simple, pour ceux qui n'ont pas le temps, qui ont la flemme de lire la vidéo en entier. Oui, c'est évident, les super-héros font partie de la science-fiction. Ou au moins des genres de l'imaginaire en général, et voilà, on peut s'arrêter là, faire classer, salut, abonnez-vous, bye bye, à bientôt. Mais il y a aussi une manière plus subtile de répondre à la question. Une manière qui consiste aussi à se demander pourquoi est-ce qu'on classe des œuvres artistiques, littéraires, cinématographiques, etc. par genre, et c'est cette version plus complexe qu'on va essayer de voir ensemble. Alors enfilez votre plus beau costume flashy et moulant, et on est parti. Alors ce qui est déjà intéressant avec cette question, c'est qu'elle revient assez souvent dans les discussions entre les fans eux-mêmes. Parfois d'ailleurs des discussions houleuses, avec des bagarres et des disputes. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Certains argumentent en expliquant que la science-fiction concerne le futur, alors que la plupart des super-héros, ils évoluent dans le monde contemporain, même s'il est un peu différent. Mais on répond déjà que non, la science-fiction c'est pas que le futur. Imaginez par exemple Star Wars qui se déroule il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Souvenez-vous, c'est la première image du film. Donc il s'y déroule malgré tout des choses impossibles technologiquement. Donc voilà, c'est pas le futur. Mais alors Batman par exemple. Batman, il est juste riche. Certes, beaucoup de ses actes sont très improbables, mais pas plus qu'un James Bond. Alors du coup, est-ce que Batman c'est de la science-fiction? Est-ce que James Bond c'est de la science-fiction? On s'y perd un peu. On le voit du coup, si on veut tout englober sans ranger des choses qui ne vont pas dans la case du genre, c'est un peu plus compliqué qu'on croit. En fait, ces débats reviennent d'abord à se demander ce que c'est qu'un genre fictionnel et quels sont les critères pour le définir. Alors de manière intuitive, on sait tous plus ou moins ce que c'est qu'un genre. Mais si on s'échine autant à en chercher une définition très simple depuis Aristote, coucou y pensait, c'est qu'il doit y avoir un souci. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec nos amis, les super-héros. Alors, à part faire peur aux vieux réacs homophobes de la Manif pour tous par exemple... Mademoiselle. Je suis pas une mademoiselle. Ah, madame. Je suis pas une madame non plus. Bah t'es un con. À quoi ça sert le mot genre? Alors le mot genre renvoie d'abord à l'idée de classement. Ça vient de la biologie notamment, où un genre est une des catégories classiques, notamment depuis les travaux pionniers de Linné au XVIIIe siècle, une catégorie classique de classement des espèces vivantes. On parle d'ailleurs, pour notre espèce, de genre humain. Alors dans le domaine de la fiction, le genre est un moyen de classer les œuvres. Et pourquoi est-ce qu'on veut classer les œuvres? Parce que de manière générale, la réalité est très complexe. Elle peut pas être totalement absorbée par nos sens, de manière totale et globale. Et du coup, les humains ont besoin d'organiser le réel avec des catégories générales et génériques en permanence. Donc un genre, ça sert à s'y retrouver. Il faut toujours être conscient, malgré tout, qu'un genre, c'est du coup toujours un peu artificiel. C'est un objet, certes intellectuel, mais construit avec nos petites mains. Une grande caisse où on dit ici je vais ranger toutes les choses qui répondent à tel critère et les autres je vais mettre ailleurs. C'est comme quand on fait un déménagement et on décide par exemple de mettre tous les sous-vêtements dans un carton. Mais on aurait très bien pu choisir un autre critère, mettre par exemple tous les objets rouges dans ce carton. Et dans ce cas-là, ma lampe rouge serait trouvée avec mon slip rouge, ma figurine de Daredevil et mon slip rouge de Daredevil. C'est absurde évidemment, mais ça montre très bien l'aspect très conventionnel et un peu arbitraire de ce type de catégorie. Établir un genre, c'est toujours tracer des lignes, des frontières, des limites, entre des regroupements d'entités selon un ou plusieurs critères choisis. Alors ces critères, aussi naturels qu'ils peuvent paraître, en fait ils sont fragiles, ils sont artificiels au fond. Mais c'est des conventions qui sont pratiques pour communiquer, pour vendre par exemple, et naviguer dans ses choix au quotidien. Du coup, même dans le domaine de la fiction, on peut changer les critères. Classiquement, par exemple chez Aristote, le genre ne renvoie pas aux thématiques d'une histoire, mais à la forme prise pour la raconter. La poésie est un genre, le théâtre est un genre, le roman est un genre, etc. Utiliser les thèmes de l'histoire et non le support qui sert à la raconter comme critère de classement, finalement c'est une chose assez récente. Cette transition, elle est liée d'abord à la victoire du roman sur les autres formes écrites. Du coup, plus besoin d'insister sur la catégorie roman. Par exemple, elle ne suffirait pas aux libraires pour organiser leur espace de vente. Elle est liée ensuite à l'importance prise par les univers de fiction et ses codes dans la culture populaire, qui a fourni plein de sous-catégories génériques comme policier, fantastique, science-fiction, fantasy, etc. On peut aussi remarquer que ces noms de genre renvoient tous à des œuvres qui n'appartiennent pas à la haute culture. Contrairement à ce qu'on pense. La culture légitime, comme dirait par exemple Bourdieu en sociologie. La haute culture, elle, a tendance à refuser la notion de genre, puisque pour elle, l'important c'est l'innovation pure, et donc pas le respect de codes et de critères préexistants. Du coup, les fictions de genre sont souvent décriées comme peu originales, et en étant juste des produits marketing. Les fictions généralistes sont présentées comme hors catégorie, ce qui est plutôt flatteur. On aime bien ne rentrer dans aucune case, dans aucune catégorie. Ça donne le sentiment d'être unique. Et c'est pareil pour les œuvres d'art. Pourtant, dans les deux cas, c'est faux. Un classement est toujours redéfini par une nouvelle entité, donc un genre n'est jamais enfermé dans ses codes pour toujours. Toujours.
Toujours. Et à l'inverse, des œuvres de littérature générale vont en vérité constamment faire appel à des codes génériques. Mais simplement, ils vont pas les souligner, pour ne pas effrayer leur public qui veut de l'original. C'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Si au fond, un genre, c'est très subjectif, c'est pas très fiable et qu'on peut toujours changer les critères, alors à quoi ça sert? Avant tout, à orienter un public en fonction de ses attentes. Et ces attentes, elles sont liées à une double histoire. D'abord, une histoire personnelle. Par exemple, j'ai aimé Tolkien, alors j'aimerais sûrement les livres de George R.R. Martin. C'est sur ce type de données génériques liées à un goût, compilées pour des milliers d'individus, que fonctionnent d'ailleurs les algorithmes de recommandation, comme ceux de Netflix ou d'Amazon aujourd'hui. Et ils trouvent toujours ce qui vous convient par proximité générique. Ah, il y a tout Francis Cabrel sur Amazon Music. Ensuite, cette idée d'attente renvoie à une généalogie du genre, à l'histoire non plus personnelle, mais culturelle, dans laquelle l'œuvre suivante va s'inscrire et quel public elle vise. Si elle vise le prix Goncourt, inutile d'apposer dessus la mention SF ou science-fiction. C'est un handicap, même si votre livre est plein de vaisseaux spatiaux. On peut penser par exemple aux livres de Michel Houellebecq, qui sont très souvent pleins d'éléments très futuristes, mais qui, pour plaire à l'intelligentsia parisienne de littéraire, vous rond de cuir, ne va pas prononcer le mot tabou de genre, ou même utiliser le mot science-fiction. Et pourtant, un petit Wellgate-esgien, on adorerait voir ça. Un genre étant toujours une catégorie un peu arbitraire, il est pour moi un peu vain d'en chercher les frontières absolues et définitives qui engloberaient tout, même si c'est très amusant pour un débat entre amis. Il est plus intéressant en revanche de comprendre d'où vient un genre et pourquoi on a tendance à mettre un objet dans ce tas-là plutôt que dans cet autre tas. Alors débattre si Star Wars est du space opéra ou de la fantasy, c'est très intéressant, mais au final il faut bien admettre que selon les critères, tout le monde peut avoir raison. De la même manière, une chaise peut être classée comme un objet en bois ou comme un objet pour s'asseoir, peu importe. Sauf si la chaise est en plastique. Parce que du coup, elle va pas avec les chaises en bois. Bref, ce qui permet de trancher, c'est la généalogie sociale, soit l'histoire et les appropriations par un type de public, et c'est particulièrement le cas pour le genre super-héroïque. Non, j'ai pas oublié la question du début, vous inquiétez pas, hein, elle arrive. Ce genre est le premier genre fictionnel entièrement né dans les comics, ce qui le rend très attaché à ce support visuel qui est né au début du XXe siècle aux États-Unis. Et c'est donc dans cette histoire conjointe qu'on pourra trouver des réponses. D'un point de vue thématique, il est évident que le genre des super-héros possède des éléments proches de la science-fiction. Des technologies présentement inaccessibles pour Iron Man, une vie extraterrestre pour Superman, des pouvoirs incroyables et extraordinaires pour les X-Men, des combats cosmiques pour les Avengers, des slips à séchage rapide pour Aquaman, des scènes coupées pour le Joker, etc. On y retrouve toutes les grandes thématiques présentes chez les pionniers de la science-fiction que sont par exemple Jules Verne, H.G. Wells et Mary Shelley. Depuis ces derniers, la science-fiction se définit de manière assez pragmatique, comme le genre du futur et de la prospective. Alors, la prospective, ça n'a rien à voir avec le dessin, les histoires de plans et d'échelles quand on décide. Non, c'est pas du tout ça. La prospective, en fait, c'est l'étude des scénarios possibles pour notre avenir. En quelque sorte, quelles sont les perspectives pour notre futur? Je disais donc, la science-fiction se définit de manière assez pragmatique comme le genre du futur, de la prospective, technique et sociale, des voyages spatio-temporels, autant de traits, de codes thématiques qu'on peut accumuler, qui sont récurrents et qui sont présents dans les comics. Pourtant, on y trouve aussi des éléments et des formes qui pourraient venir d'ailleurs. Le surgissement de l'incroyable dans le flux d'une vie banale est très courant dans les récits de super-héros, et c'est une des caractéristiques classiques du fantastique, de son basculement soudain dans une autre réalité. L'exemple typique par exemple, Spider-Man, dont le récit du basculement fondateur et rejouer sans cesse, car on sait que c'est là que tout se noue. Uncle Ben's, pensez à Uncle Ben's, pensez à Uncle Ben's, pensez à Uncle Ben's. D'autres héros font appel à des pouvoirs si puissants et si étranges qu'on peut les rapprocher du merveilleux ou de la fantasy. C'est le cas pour Doctor Strange, avec sa magie ancestrale, ou de Thor, qui est issu de la mythologie nordique, elle-même grande inspiratrice de la fantasy moderne. On pourrait aussi tout simplement dire que le genre super-héroïque est une catégorie autonome, qui a ses propres critères et thématiques, et ça permettrait de trancher le débat. Ce serait pourtant oublier que l'âge d'or des comics suit celui des pulps. Alors, les pulps, il faut pas les confondre avec ces petits animaux à tentacules et à ventouses très populaires au Japon. Tanaka. Dans la cuisine, très populaire dans la cuisine au Japon, les takoyaki, ce genre de choses. Non, les pulps, c'était des revues américaines vendues au XXe siècle à très bas prix. C'était des revues policières, fantastiques, science-fiction, qui ont eu énormément de succès et qui étaient imprimées sur un papier de très mauvaise qualité, de la pulpe de bois, et wood pulp en américain, et ça a donné pulp. Donc l'âge d'or des comics suit celui des pulps, et c'est dans ces publications que s'est construite la science-fiction moderne, et la figure du héros solitaire aux capacités extraordinaires. Les comics sont donc venus combler un manque pour un public avide de récits de science-fiction dépaysants, plein de rebondissements, d'actions, et ce genre n'aurait pas pu connaître un tel succès, un tel essor, sans une communauté de fans déjà existante et déjà constituée, et qui attendait plus
suite à l'écroulement éditorial de la culture pulp. D'ailleurs, DC et Marvel étaient d'abord des éditeurs de pulp avant de devenir des éditeurs de comics. C'est au cœur du fandom de la science-fiction américaine que les super-héros se sont épanouis, et si aujourd'hui ils ont dépassé cette niche du fait de leur popularité cinématographique entre autres, on peut toujours observer des points communs sociologiques, historiques, entre les fans les plus acharnés de l'univers Marvel et les lecteurs typiques de science-fiction. De ce point de vue, le lien est impossible à nier et une histoire commune s'est tissée depuis bientôt un siècle. La science-fiction et les super-héros sont au cœur de la culture populaire moderne depuis déjà très longtemps et en sont l'un des moteurs principaux et originels, notamment dans la culture anglo-saxonne. Donc oui, les super-héros appartiennent à la science-fiction, au final on peut trancher. Ils ne répondent pas toujours à tous ces critères, mais ils en partagent tout de même un très grand nombre et surtout une généalogie inséparable et une appartenance commune aux domaines les plus mal considérés de la culture populaire. Malgré tout, on peut clairement voir une certaine autonomisation du genre des héros costumés et une particularité très spéciale, c'est l'un des seuls genres modernes définis par des critères thématiques qui n'est pas né dans le cadre littéraire du roman, mais par l'image. En cela, il est évidemment précurseur de nombreuses tendances d'aujourd'hui, puisqu'on vit dans un monde où l'expression visuelle est partout, et il possède un statut bien particulier comme sous-genre de la science-fiction. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous habiller en super-héros, envoyez-nous les photos, on sera très contents. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois où on parlera de genre, enfin plutôt d'un genre en particulier, mais je vous en dis pas plus parce que j'entends mon train qui arrive. Et... ah bah non, du coup il est en retard, donc j'ai un peu de temps, du coup j'en profite pour vous inviter à vous abonner, pour être sûr de ne rien rater de nos vidéos, et je vous dis à bientôt. Hop, on va repasser au début.